Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Parce que je ne les voyais pas pousser, j'avais l'illusion qu'ils étaient immobiles. Parce que je ne les entendais pas, j'avais l'impression qu'ils étaient silencieux. Avec le temps, je les ai découverts si prodigieusement vivants. Je n'imaginais pas quand j'ai commencé ma carrière de botaniste que les grandes forêts tropicales disparaîtraient sous mes yeux en à peine 50 ans. Elles étaient si vastes. Il y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie. Vous raconter mon immense passion, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques.
J'ai voyagé dans toutes les forêts du monde. J'ai marché sur la canopée. J'ai exploré des kilomètres de sous-bois. À chaque instant, j'ai été émerveillé par la capacité des grands arbres à vivre immobiles. Combien de fois ces êtres de bois ont mis au défi ma propre intelligence. Vivre immobile. Ils ont inventé une autre manière d'être vivant, presque imperceptible. L'univers mystérieux du génie végétal. J'ai vu dans la grande forêt primaire des tropiques ce qu'il y a de plus beau, de plus riche sur Terre. Des milliards de plantes et des milliards d'animaux, tous indispensables les uns aux autres, intimement connectés, et parfois si proches qu'ils finissent par se confondre. J'ai vu en quelques jours des hommes s'emparer d'arbres millénaires. Il suffit d'un instant pour détruire, pour prendre, pour cueillir, pour abattre. Mais combien faut-il de siècles pour reconstruire ? Comment inverser le cours des choses ? Ce sentiment d'impuissance m'inspire de la colère et de la tristesse. Je sais que depuis le fond des âges, les plantes nous offrent l'air que nous respirons. Faut-il qu'elles disparaissent pour qu'on s'en souvienne ? Qui sait refabriquer la vie ? La vie seule. C'est une question de temps.
Les grands arbres qui vivaient là ont semé dans le sol une multitude de graines, saison après saison, au cas où. L'ombre du sous-bois agissait sur elles comme un charme de sommeil. Elles vont maintenant réparer la forêt mutilée. La lumière les invite à recommencer l'histoire. La forêt nous survivra. Elle a le pouvoir de renaître. Mais à une seule condition, que les hommes la laissent en paix pendant plus de 7 siècles. Ici commence le récit d'une renaissance. Ces arbres sont des pionniers. Ils poussent très vite. Ils sont tous semblables. En quelques jours, ils ont germé. En quelques mois, ils recouvrent le sol du voile protecteur de leurs feuilles. De l'eau, de l'air et du soleil entrent dans les feuilles des pionniers. La chlorophylle les transforme. Un être gigantesque surgit. Un arbre. C'est le prodige de la photosynthèse. Mais dans leur course effrénée vers le soleil, les pionniers n'ont pas le temps de fabriquer des moyens de défense pour lutter contre les herbivores qui se jettent sur leurs premières feuilles. Et quand les feuilles sont trop abîmées pour capter la lumière, l'arbre meurt, privé d'énergie. Pour éviter les agressions, certains de ces pionniers vont appeler des animaux à leur secours. Quand l'arbre Cecropia fabrique une nouvelle feuille, il dévoile à sa base ce qui ressemble à s'y méprendre à des œufs de fourmis. L'effet est immédiat. Les fourmis se mettent à ouvrir de petites portes créées par l'arbre tout le long de sa tige. Les fourmis sont désormais chez elles. Elles percent des ouvertures entre chaque étage. Les insectes occupent bientôt Cecropia sur toute sa hauteur. Cecropia peut grandir tranquille. Ses locataires se chargent de sa défense. « 50 ans après la germination des premières graines,
les pionniers arrivent à maturité. Ils ne vivront pas davantage. Ils avaient vu le jour tous en même temps, ils vont mourir tous ensemble. C'est ainsi. La brièveté de leur existence est inscrite dans leur gène. Une faune minuscule, cachée dans le sol, transforme cette forêt de bois mort en terreau riche et meuble. C'est le monde troublant des décomposeurs. Ils digèrent tout ce qui tombe à terre pour le remettre dans le cycle du vivant. La forêt secondaire succède alors à la forêt pionnière. Ces arbres ont germé sous l'ombrage des pionniers. Ils vont se nourrir de leur bois tombé. C'est la deuxième étape de la reconstruction de la grande forêt qui commence. Il va lui falloir plusieurs siècles pour reconstituer toutes les pièces du gigantesque puzzle anéanti par la déforestation. C'est la lumière, toujours, qui organise l'architecture du sous-bois. La multitude de feuilles, comme autant de capteurs solaires, la forme des branches qui portent les feuilles vers le soleil, les grands troncs qui élèvent le panache des arbres vers le ciel. Être arbre, c'est exceller dans l'art de se tenir debout, en équilibre. Pendant que les branches se déploient, la base du tronc, en s'épaississant, conforte l'assise du futur géant. Le monde souterrain des arbres est aussi vaste et aussi important que sa partie émergée. Les racines n'ont qu'un faible rôle d'ancrage. Elles servent surtout de capteurs d'eau. Elles s'associent à de mystérieux filaments, des champignons, acteurs secrets mais essentiels à la vie de la forêt. L'eau est vitale pour les arbres.
Et les champignons aident les racines à la capter en démultipliant leurs tentacules minuscules sous la surface. En retour, l'arbre partage avec eux l'énergie fabriquée par ses parties aériennes. Dans son premier siècle d'existence, la forêt secondaire est encore comme une coquille vide. Pendant 5 siècles, elle va se peupler d'êtres vivants de plus en plus nombreux et s'enrichir de végétaux de plus en plus variés qui vont se connecter les uns aux autres. Un long retricotage commence à tous les étages du sous-bois, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Les lianes se déploient avant que le sous-bois ne soit plongé dans l'ombre. Ce sont des plantes que je trouve prodigieuses. Elles ne s'épuisent pas à construire des troncs lourds, sédentaires, longs à fabriquer. D'autres le font à leur place. Discrètes sur le sol, elles remontent comme une piste l'ombre des troncs d'arbres. Dès qu'elles trouvent leur support, elles partent à la conquête du ciel pour se rassasier de soleil. La liane du philodendron me fascine. Elle reste camouflée, collée à l'écorce, tant qu'elle est près du sol, à portée de mâchoires des prédateurs. Elle devient exubérante après s'être élevée de quelques mètres, comme si elle se sentait enfin en sécurité. Comment cette plante en est-elle arrivée à une stratégie aussi subtile? Ce mystère me dépasse. J'aime tout particulièrement l'histoire de la liane passiflore. Vous connaissez cette plante? Elle porte les délicieux fruits de la passion. Avec elle, faisons un détour par le grand laboratoire de l'évolution. En changeant d'échelle de temps, nous allons voir comment la forêt multiplie les nouvelles espèces de passiflore. En forêt, Passiflore ne connaît qu'un seul ennemi. Les chenilles du papillon Heliconius, qui depuis des générations dévorent ses feuilles. Un jour, au hasard d'une mutation, une passiflore est devenue très vénéneuse. Soulagée de ses prédateurs, cette nouvelle espèce de liane se mit à prospérer. Le temps qu'apparaisse une nouvelle espèce de chenille, insensible au poison de la liane. Le papillon devint lui-même toxique pour ses prédateurs. En toute impunité, ce nouvel Heliconius se mit à dévaster les passiflores. Apparurent alors d'autres espèces de lianes qui changèrent la forme de leurs feuilles pour tromper les papillons. Le tour fonctionna à merveille, jusqu'à ce que le papillon découvre une fleur au pollen si riche qu'il put vivre beaucoup plus longtemps. Assez pour apprendre à reconnaître les feuilles camouflées de passiflore. Une nouvelle passiflore fit son apparition. Elle se mit à fabriquer de faux œufs pour faire croire aux papillons
que la place était déjà prise. Je m'arrête là, mais à ce petit jeu d'attaque et de contre-attaque, 45 espèces de papillons Heliconius et 150 espèces de lianes passiflores sont apparues en quelques dizaines d'années. Et il y a des millions d'espèces, petites et grandes, qui voient le jour de la même manière. Autant d'histoires particulières qui participent à l'élaboration de la grande histoire de la forêt. Les années passent. La forêt secondaire continue de grandir. Ces arbres atteignent maintenant une quarantaine de mètres de haut. Du sol à la canopée, ils offrent une multitude de gîtes à une foule de créatures toujours en quête de nouveaux espaces à coloniser. La déforestation avait fait fuir beaucoup d'espèces. Elles reviennent au fil du temps. Le mangeur de feuilles attire le mangeur de chair. La chaîne alimentaire se reconstitue progressivement. Certains de ces nouveaux venus ont un rôle décisif dans la renaissance de la forêt. Venus de contrées lointaines, ils rapportent des graines d'arbres qui n'avaient pas survécu à la destruction. C'est grâce à ce genre de hasard que le sous-bois peut retrouver certains de ses joyaux, comme le Moabi, le plus beau des grands arbres tropicaux. Cette graine porte la promesse d'un géant de 70 mètres. Les premières secondes d'une créature qui va vivre plus de 1000 ans. Le renouveau de la forêt secondaire passe par de grands phénomènes spectaculaires, mais également par une quantité de tout petits événements répétés des millions de fois. C'est l'épanouissement du sommet des grands arbres qui donne le rythme aux plantes et aux animaux qui vivent en dessous. Partout où il y a une tache de lumière, il y a une feuille pour la recueillir. Et partout où il y a une feuille,
il y a quelqu'un pour la convoiter. Si on s'amusait à peser les animaux de la forêt, l'ensemble des fourmis dépasserait le poids de tous les autres animaux réunis. Elles travaillent à tous les étages. Cargo minuscule, elles charrient tous les jours d'énormes quantités de feuilles et de terre entre le haut et le bas de la forêt. Jardinières, elles font pousser des plantes à la cime des arbres pour se faire des nids. Éleveuses, elles récoltent le miel produit par des troupeaux d'insectes piqueurs qui se nourrissent de la sève des arbres. Les termites m'impressionnent. Elles décomposent à longueur de journée des sommes colossales de bois mort. Elles remontent obstinément la terre vers le ciel pour construire leur forteresse bien loin au-dessus du sol. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, se tisse progressivement la toile qui relie entre eux tous les êtres vivants. Cette toile est pour l'heure incomplète, mais déjà suffisamment dense pour que les tensions entre chasseurs et chassés se multiplient, pour que les nids ou les gîtes se fassent rares, pour que le faible doive migrer pour échapper au fort. La forêt a désormais deux visages, celui du jour et celui de la nuit. J'aime plus que tout le point du jour en forêt. Cet instant fragile où le chant des animaux du jour se mélange au cri des animaux de la nuit. Combien sont-ils, cachés parmi les arbres? Les arbres, eux,
communiquent en secret. Leur langage n'est pas fait de sons, mais de parfums. Assemblant les odeurs comme nous assemblons les mots, ils envoient leur message sur de vastes distances. Séduire, attirer, repousser, envoûter, leur influence est considérable. Comme tous les êtres vivants, les arbres doivent rencontrer un partenaire pour se reproduire, ou tout du moins lui transmettre son pollen. C'est pour cela que naissent les fleurs. Elles charment l'animal par leur forme, leur couleur, leur parfum. Elles l'invitent, en cachant un peu de nectar dans leur intimité, à se rouler dans le pollen. Puis l'animal passe à une autre fleur, et de fleur en fleur, il porte toujours plus loin le précieux bagage que lui a confié l'immobile. La manipulation est parfaite. L'arbre en fleur accomplit à distance et en toute discrétion ce qui coûte tant de tourments et d'énergie aux animaux. L'acte d'amour. Il n'est pas dans le caractère des arbres de s'encombrer de choses inutiles. Les fleurs s'effacent au profit de jeunes fruits qui vont grandir en secret.
Quand ils sont agressés, les arbres donnent l'alarme. Ils émettent dans le vent des signaux odorants qui provoquent une réaction instantanée de leurs voisins. Leurs feuilles deviennent aussitôt toxiques, amères ou repoussantes. Le prédateur n'a d'autre choix que d'aller manger plus loin. Nous retrouvons les arbres de la forêt secondaire 3 siècles plus tard. Ils sont devenus très imposants. Ils luttent maintenant entre eux pour garder une place au soleil. Mettre un voisin à l'ombre suffit à le tuer et à le faire disparaître. Certains arbres en viennent même à combattre au corps à corps. La graine du figuier étrangleur arrive par la voie des airs. Là où les autres arbres ont dû, année après année, s'élever patiemment dans la faible lumière du sous-bois, cette graine double tout le monde. Elle germe sur le toit de la forêt, profitant de toute l'énergie du plein soleil. À peine germé, le jeune arbre envoie ses racines vers le sol. Des racines, de véritables lassos qui se soudent instantanément les uns avec les autres dès qu'ils se touchent. Un combat de plusieurs dizaines d'années commence. L'arbre dépérit doucement. À tous les étages du sous-bois, il y a des profiteurs qui tentent de récupérer ces feuilles mortes avant qu'elles ne touchent le sol. Je trouve que le palmier panier est le plus spectaculaire d'entre eux. Il piège tout ce qui passe à sa portée pour le ramener vers ses racines, où les décomposeurs l'aideront à produire son propre terreau. Il y a tellement de créatures qui vivent maintenant dans le sous-bois que chaque débris, chaque particule est une opportunité de repas disputée de 1001 manières. Le combat arrive à son terme. Le figuier étrangleur a littéralement avalé sa victime. Il a pris sa place dans la forêt. Il en a cannibalisé le bois pour fabriquer ses propres branches. Il en a pris la forme. Du vaincu, il ne reste qu'un vide béant au milieu du tronc gigantesque du vainqueur.
Avec le temps, le toit de la forêt se referme. Au sol, les plantes basses ont disparu, faute de lumière. Ce sous-bois très ouvert annonce la maturité de la forêt. Aussi loin que porte le regard, il est difficile de trouver deux arbres d'une même famille. Ce n'est pas par hasard. Vivre à la même place pendant des siècles, c'est accepter l'impossibilité de fuir l'agression des prédateurs, des maladies et des parasites qui s'accumulent au fil du temps. L'arbre adulte subit cela sans trop de dommages, mais ses graines, si elles tombent à ses pieds, sont irrémédiablement condamnées. L'arbre n'a pas d'autre choix que de les disséminer le plus loin possible. Des micro-vibrations se propagent dans le sol à des kilomètres à la ronde, jusque dans les pattes d'un animal affamé qui n'attend que ça. Quelle ironie! Les arbres nourrissent toutes les créatures de la forêt pour cette unique et bonne raison, faire voyager leurs graines. Le fruit n'est que l'appât de ce marché de dupes. Les arbres poussent même la perfection jusqu'à le gorger de sucre et d'odeurs délicieuses. C'est irrésistible. Le tour est joué. Le futur arbre est embarqué dans un vaste estomac porté par des pattes solides et un cerveau toujours en quête de voyage. Certains arbres poussent la subtilité à rendre la chair de leurs fruits adhérente au noyau. Le gourmand va le suçoter longtemps avant de se résoudre à le recracher. C'est autant de kilomètres parcourus en plus par la graine. Ça m'amuse de penser que chaque arbre de la forêt a fait un bout de chemin avec un animal. Pourquoi est-il arrivé là? Au hasard d'une chasse ou d'une sieste? Que le temps des arbres est différent, que la vie animale doit leur paraître brève. L'animal règne sur l'espace, l'arbre sur le temps.
Les arbres sont en vérité de grands voyageurs. Ils savent profiter de toutes les forces mobiles de la nature. Par eau, par aile, par pattes, par vent, ils ont le pouvoir de se disperser sur tous les continents. Je connais même des arbres qui savent traverser les océans. La forêt a retrouvé sa luxuriance, mais elle est devenue extrêmement dépendante de l'arrosage quotidien des averses tropicales. Il suffit que la pluie se fasse attendre ne serait-ce que quelques jours, et les feuilles commencent déjà à se faner. En particulier celles des végétaux qui vivent sur les branches ou sur les troncs, loin du sol. Ces plantes n'ont rien pour stocker l'eau. Sous l'effet de la chaleur, la forêt embaume de tous ses parfums. Mais cette fois, ils vont monter vers le ciel. Les arbres appellent la pluie. Les molécules odorantes piègent la vapeur d'eau en suspension dans l'air. Cela suffit à former des nuages. C'est comme si les arbres gardaient la pluie au-dessus de leur tête pour se rafraîchir à volonté.
Dans la forêt primaire retrouvée, des arbres exceptionnels s'épanouissent. Ils ont des troncs à la mesure des siècles qu'ils ont traversés. Quand je pense qu'il y a 700 ans, ce géant était une graine minuscule. Les arbres incarnent le temps. Les forces qui agissent à l'intérieur de tels arbres sont considérables. Les racines pompent l'eau. Des vaisseaux l'acheminent dans le tronc, puis dans les branches à 70 mètres au-dessus du sol. Les feuilles la transforment en sève, qui repart vers les branches et les racines. L'arbre est un être de flux. Quand il ne peut plus soulever l'eau vers sa cime, il s'arrête de pousser. C'est sa seule limite vers les hauteurs. Moabi est devenu un émergent. Un de ces arbres majeurs qui va dominer l'océan forestier pour plus d'un millénaire. La canopée, la surface active de la forêt primaire où la vie foisonne comme nulle part ailleurs sur Terre. Ici, la forêt touche le ciel. Ici, des milliards d'individus poussent, grandissent et respirent en même temps. À la fin de sa vie, un arbre est un univers en soi, comme une île. Il sert d'habitat à des centaines d'espèces de plantes occupées à leur tour par des centaines d'espèces animales, elles-mêmes habitées par des êtres plus petits. En approchant le regard, on découvre que cette plongée vers des mondes minuscules est infinie. L'accumulation de toutes ces créatures devient un fardeau qui va finir par mettre en péril l'équilibre de l'arbre. Ce géant qui avait défié la pesanteur durant des siècles va céder la place.
La mort des grands arbres est le signe ultime de la maturité de la forêt primaire. Elle rebat les cartes en renvoyant au sol l'immense quantité de matière que représente l'arbre tombé. Elle fait aussi entrer la lumière dans le sous-bois, qui ne l'avait pas vu depuis des siècles. Un arbre qui tombe, c'est une véritable révolution. À cette occasion, le monde de la canopée rencontre celui du sous-bois. Bien que vivant au même endroit, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Les graines de pionnier patientaient dans l'ombre. Elles relancent aussitôt le processus de cicatrisation. Un nouveau cycle commence. J'ai passé tant d'années en forêt, une pleine vie d'homme. Penser au temps des arbres me donne le vertige. Comment perçoit-on le monde quand on vit si longtemps? J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris, mais je n'ai fait qu'effleurer les mystères de cet univers. Ici, je ressens la puissance des forces de la vie, leur créativité, leur caprice. Quelque chose qui me dépasse, mais dont j'apprécie la grandeur. Je ne peux me résoudre à laisser ce monde disparaître. Mon histoire arrive à son terme. J'entends dans le sous-bois le murmure des peuples premiers qui s'estompent, emportant à jamais la mémoire de l'homme venu de la forêt. Nous vivions jadis en paix avec les arbres. Nos ancêtres les considéraient comme des dieux respectables et bienveillants. Nous souffrons aujourd'hui de notre propre puissance. Regardons les arbres. Il y a dans leur sérénité immobile les racines de ce que fut notre berceau et notre sagesse.
a story about a bird who fell in love under a tree. And the girl he loved lived in a house in an orchard by the sea. And every day they used to kiss under the tree close to the sea. They made love there so many times, their bodies shining on the ground. Once upon a forest there was a tree. Will you dance with me, my love? Once upon a forest there was a tree. Will you dance with me? One day the tide came up so high, it took the lovers by surprise, and the water washed them from the ground and brought them to the ocean wild. And from their bed under the tree, a river ran down to the sea. And in the water, a forest rose up to the sky where the wind blows. Once upon a forest there was a tree. Will you dance with me, my love? Once upon a forest there was a tree. Will you dance with me? Upon the forest was found the soul of a girl in a tree.